Ceci est la troisième vidéo de ce chapitre, dans laquelle nous allons examiner différents régulateurs. Dans ce qui suit, nous allons présenter les régulateurs en série, également appelés compensateurs en série, qui sont connectés en série à notre système dans cette configuration. Dans l'exemple avec la rétroaction négative, la logique du régulateur était une règle simple. Notre première structure fonctionne également de manière similaire. L'un des régulateurs les plus simples est le régulateur tout ou rien, également appelé régulateur à deux positions, qui possède deux états et peut basculer entre eux. À première vue, cette technique peut sembler un peu primitive, mais pour de nombreuses applications, il n'est pas nécessaire de compliquer les choses à l'excès. Par exemple, ce type de régulation est également à la base du thermostat, où, pour maintenir l'eau à une température donnée, le chauffage s'allume ou s'éteint lorsque la valeur idéale est atteinte. Pour éviter une commutation continue marche-arrêt, on utilise une hystérésis. Supposons que vous souhaitiez maintenir la température de l'eau à 70 degrés Celsius. Alors le seuil inférieur du comparateur est réglé à 60 degrés Celsius et le seuil supérieur à 80 degrés Celsius. De cette façon, il y aura moins de commutation marche-arrêt puisque les changements d'état ne se produisent qu'à ces deux valeurs. Le régulateur tout ou rien s'active lorsqu'un des seuils de comparaison est atteint par le signal de commande. Pour reprendre l'exemple précédent du thermostat, si l'eau descend en dessous de 60 degrés Celsius ou dépasse 80 degrés. Cela signifie que la température est, pour ainsi dire, libre de varier dans la plage de 60 à 80 degrés, ce qui n'importe pas à notre régulateur, alors que nous voulons que l'eau soit à 70 degrés. Et si, sachant la température de l'eau, si elle dépassait 70 degrés, plus la température serait élevée, plus nous appliquerions de refroidissement, et si elle descendait en dessous de 70 degrés, plus il ferait froid, plus nous appliquerions de chauffage. Dans ce cas, nous utilisons un régulateur proportionnel ou P-régulateur. Le terme proportionnel calcule sa sortie en multipliant l'erreur d'entrée par une constante Kp. L'avantage, c'est que c'est très simple. L'inconvénient, c'est qu'avec un régulateur proportionnel, il n'est pas garanti que la grandeur contrôlée soit exactement égale à la consigne. C'est ce qu'on appelle une erreur résiduelle. Pour comprendre cela, imaginez un système dont la sortie I est égale à 0,5 fois E, où E est le signal d'erreur et I est le signal de sortie. Supposons que la sortie du système à l'instant initial soit, par exemple, 20, noté I-1. Nous voulons que la sortie soit de 30, donc nous réglons le signal de référence à 30. Ensuite, la valeur instantanée suivante de X est obtenue comme suit. Le signal d'erreur E est la différence entre le signal de référence et la valeur de sortie, ce qui donne maintenant 10. I est égal à 0,5 fois E, donc X2 vaut 5. À partir de cela, on obtient la sortie comme la somme des deux valeurs, soit 25. Au point suivant, on constate que la sortie va maintenant augmenter moins en raison du signal d'erreur plus faible. Il est facile de voir que, peu importe combien de fois ce processus est répété, on n'atteindra jamais la valeur souhaitée. Il y aura donc toujours une erreur résiduelle. Voyons maintenant le schéma bloc du régulateur P. La formule du signal d'action généré par le régulateur en fonction du temps, où Kp est le gain de la partie proportionnelle et E est le signal d'erreur. La figure suivante montre qu'avec le régulateur P, la caractéristique de régulation évolue dans une plage beaucoup plus réduite, ce qui nous rapproche de la valeur souhaitée de 70 degrés Celsius. Cependant, nous n'avons pas pu obtenir que la sortie soit toujours la valeur attendue avec aucun des régulateurs. Le régulateur PI peut éliminer l'erreur résiduelle. Voyons à quoi cela ressemble. Pour éviter cette erreur, nous allons intégrer un intégrateur à notre régulateur en plus de la partie proportionnelle qui sera chargée d'éliminer l'erreur résiduelle. Le mot intégrateur signifie une sommation. La fonction de l'intégrateur est d'ajouter l'erreur actuelle à la quantité d'erreur précédente à chaque pas de temps et de la multiplier par une constante KI. C'est en fait une information sur le passé. Le nombre de pas de temps, le signal d'erreur, n'est pas nul. Le nombre de pas de temps, le régulateur augmente ou diminue la valeur de sa sortie, éliminant ainsi l'erreur résiduelle. La sortie du régulateur est la somme de la partie proportionnelle et de l'intégrateur. Cela nous donne la formule complète et détaillée du signal d'action qui est généré par le régulateur, où Kp représente le gain proportionnel, Et demeure le signal d'erreur et Ki est le gain de l'intégrateur, ce qui est essentiel pour comprendre son fonctionnement.
Bien que l'erreur résiduelle soit éliminée, le terme intégrateur va entraîner une stabilisation plus lente du système à la valeur finale, augmenter le dépassement et détériorer sa stabilité. Si nous voulons améliorer le temps de réponse du régulateur, nous devons intégrer une composante différentielle dans notre régulateur. Le régulateur PD est approprié pour cette application, nous allons donc poursuivre avec celui-ci. Dans ce cas, le régulateur se compose de deux parties, une partie proportionnelle et une partie différentielle. La composante différentielle, dans ce cas, indique l'évolution de l'erreur actuelle. On peut la comprendre comme une estimation de l'erreur un pas en avance. La différentielle correspond à la différence entre l'erreur précédente et l'erreur actuelle, divisée par le temps d'échantillonnage et multipliée par une constante KD. La sortie du régulateur est la somme des termes proportionnels et différentiels. Sur cette base, la formule du signal d'action généré par le régulateur, où Kp reste le gain proportionnel, Et est le signal d'erreur et Kd est le gain différentiel. Le terme de différenciation idéal ne peut pas être mis en œuvre en réalité. À la place, on utilise un terme de différenciation approché. Dans le cas présent, nous avons amélioré le temps de décroissance transitoire, mais en l'absence d'un terme intégrateur, la zone résiduelle réapparaît. Si nous combinons les régulateurs PI et PD, nous conserverions l'avantage du gain différentiel, tandis que le terme intégrateur éliminerait la zone résiduelle. Au XXe siècle, Nicolas Minorski est parvenu à une conclusion similaire lorsqu'il a observé un timonier de navire. Il dirigeait le bateau non seulement en corrigeant la trajectoire actuelle, mais aussi en tenant compte du comportement de la mer jusqu'à ce moment-là et en compensant les perturbations permanentes comme les vents forts. Ces trois facteurs représentent parfaitement les composantes proportionnelles, dérivatives et intégratrices. Cette théorie a été développée par Minorski dans une théorie du contrôle en 1922 et est ensuite devenue la base du régulateur PID. Regardons sa chaîne de régulation. Compte tenu de ce qui précède, ce régulateur résume tous les types de régulateurs utilisés jusqu'à présent. Il contient la composante proportionnelle P, l'intégratrice I et la dérivative D, tandis que la sortie du régulateur est la somme des différentes composantes. La formule du signal de commande généré par le régulateur est également la somme des trois termes, où ET est le signal d'erreur et K est le gain de chaque terme. En pratique, le défi n'est pas de mettre en œuvre un tel régulateur, mais de le paramétrer afin qu'il fonctionne correctement. Avant de passer au sujet du réglage, j'aimerais parler des applications du PID. Le régulateur PID est largement utilisé dans l'ingénierie du contrôle industriel. Il est utilisé pour contrôler la température, le débit, la vitesse, la pression et bien d'autres paramètres. Il est utilisé pour le traitement thermique des métaux car ces séquences nécessitent un contrôle précis afin d'obtenir les propriétés métallurgiques souhaitées. Le contrôle PID est également une option pour l'évaporation des solvants lorsque le contrôle précis de la température est nécessaire. Une température trop élevée peut endommager le substrat, tandis qu'une température trop basse peut altérer le produit et entraîner un mauvais aspect. Dans la vulcanisation du caoutchouc, un contrôle précis de la température permet la vulcanisation sans nuire aux propriétés du matériau. Les fours industriels doivent suivre une séquence stricte de chauffage et de refroidissement pour garantir que les réactions nécessaires aient lieu. Il n'y a donc aucune tolérance pour les erreurs dans les régulateurs P, PI ou même PD. Il peut être utile de rappeler maintenant les avantages et les inconvénients de chaque type de régulateur. Nous avons préparé un tableau pour vous aider à choisir lequel utiliser par la suite. Le régulateur tout ou rien n'est pas inclus dans le tableau car, dans presque tous les cas, le régulateur P plus précis peut être utilisé. Il a l'avantage de la simplicité, ce qui explique pourquoi un dépassement ou une zone résiduelle peut survenir lors de son utilisation. Il n'y a pas de zone résiduelle avec le régulateur PI, mais en contrepartie, il est plus lent et plus instable et le régime transitoire se dégrade avec un dépassement plus important. Le régulateur PD, en revanche, est rapide et offre un bon régime transitoire, mais la zone résiduelle réapparaît. Le PID combine les avantages du PI et du PD, mais il est plus complexe et plus coûteux à mettre en œuvre. Comparons maintenant les régulateurs en fonction de leur réponse à une excitation par fonction échelon. Il est évident que le régulateur PID est le meilleur parmi ceux listés. Seul le PD atteint plus rapidement une valeur finale, mais il s'agit d'une valeur incorrecte. Son dépassement est minimal, même comparé au PI.
Cependant, choisir le PID n'est pas toujours la meilleure option si la tâche peut être résolue avec un régulateur bien plus simple et moins coûteux. Restez avec nous pour la dernière vidéo du chapitre 18 où nous aborderons les méthodes de réglage et examinerons 2 exemples concrets. Au revoir. Salut!